Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction trop élogieuse. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette salle pour l'AMNAD, pour laquelle j'ai toujours une affection particulière à venir présenter un sujet porcelainier. Autre remerciement, je ne serai probablement pas là pour vous parler des moulins ce soir sans ce très beau projet. Voilà. Et je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe du Musée national Adrien Dubouché, Jean-Charles Hameau, Florence Disson, Elsa Bachelard, Claire Latière, toute l'équipe qui a travaillé à ce très beau projet et ce très beau catalogue. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore découvert l'exposition ou acheté le catalogue, je vous invite vivement. En tout cas, vous retrouverez une synthèse de la présentation de ce soir dans ce très beau livre. Les moulins, comment dirais-je, ce sont un peu les oubliés du patrimoine porcelainier. Pourtant, ils sont incontournables. Et très souvent, quand on vient me solliciter pour une intervention ou une participation quelconque avec un sujet ou une thématique porcelainière, c'est souvent pour du thermique, pour les fours, etc. Ce qui ne me pose aucun problème et qui me passionne. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs années, je trouve ça presque frustrant d'oublier certains pans de notre patrimoine encore en place, méconnus, qui méritent justement d'être remis en avant. Et les moulins sont un exemple parfait de ce cas de figure. À plusieurs reprises, j'ai été sollicité par des propriétaires de moulins, par des curieux de patrimoine qui m'ont sensibilisé là-dessus et j'ai découvert petit à petit vraiment des pépites. Je vous les partagerai ce soir. Beaucoup d'entre vous les connaissent probablement. Je tiens d'ores et déjà également à m'excuser si parmi vous il y a des propriétaires de moulins dont je ne parle pas ce soir. J'ai dû faire des choix dans la ligne éditoriale de cette conférence. Je ne peux pas parler de tous les moulins, mais j'en ai sélectionné qui me paraissent les plus riche en termes d'iconographie, en tout cas celle que j'avais à disposition. Voilà. Et ce que je vous propose surtout, c'est une balade. C'est une balade de l'amont vers l'aval pour découvrir des patrimoines, des moulins qui subsistent ou qui ont disparu, mais qui sont incontournables dans l'histoire de la porcelaine de Limoges. Tout d'abord, je vais commencer avec cette cartographie. Cette cartographie, vous le voyez ici, elle rend hommage à un personnage, chercheur, historien de la porcelaine, décédé depuis quelques années, qui s'appelait Alain Baron. Alain Baron, il avait commencé sa carrière chez Haviland, il avait terminé directeur des archives à la manufacture Reynaud. Il a publié un livre dans les années 80 aux éditions René de Sagne, et son ouvrage est l'un des seuls qui pointait vraiment du doigt le patrimoine bâti dans le processus de la fabrication de la porcelaine. Et donc cette carte, on la lui doit dans cet ouvrage. Il manque plusieurs choses sur cette carte. Vous voyez, les dessins de four représentent des fabriques, les roues représentent les moulins, le reste ce sont des cours d'eau et les forêts. Les forêts, voilà un détail intéressant puisque cela nous projette dès à présent dans une topographie, une cartographie de fourniture de matières premières. Vous voyez par exemple les immenses forêts de Mérignat sur la commune de Châtellule-Marché, au-delà Bourganeuf, autour de Sauviat-sur-Vige, Émoutier, Châteauneuf-la-Forêt, toute cette histoire de l'approvisionnement en combustible qui arrive au Cassau par flottage, et je vous ai déjà parlé de toute cette histoire. Mais c'est lié évidemment à l'histoire dont on va parler ce soir autour des moulins, puisqu'on emprunte également le débit des rivières, des cours d'eau. On constate par cette carte également la richesse de notre territoire en cours d'eau. Vous voyez les deux principaux étant le Taurion, qui remonte et serpente jusque dans les vallées creusoises, et la Vienne évidemment au-delà Émoutier jusqu'à Faux-la-Montagne. Donc voilà un petit peu comment tout ce patrimoine va s'organiser, et nous allons commencer cette balade de moulin en moulin depuis celui qui est le plus en amont. Mais avant cela, dernier hommage, avant que nous entrions dans cette iconographie, un personnage sans qui également cet article n'aurait pas pu voir le jour, qui était Fernand Gaudy. Fernand Gaudy, ça vous parle peut-être ou pas, en tout cas c'était un molinologue, spécialiste des moulins, un passionné de patrimoine, un savant qui faisait partie de la Société archéologique et historique du Limousin, à qui l'on doit plusieurs publications, et notamment ces carnets manuscrits qui sont aujourd'hui présents dans les collections des archives
départementales de la Haute-Vienne. Ce sont les fonds 83J jusqu'à 83J5, facilement consultables car tout scanné est en ligne. Reconnaissons la richesse aujourd'hui des archives numériques qui sont facilement accessibles. Et donc j'ai parcouru tous ces carnets. C'est le travail d'une vie de Fernand Gaudy d'avoir tenu ces carnets, noté toutes les informations qu'il y avait sur les moulins. Car lui-même, Fernand Gaudy, descendait d'une famille de meuniers. Vous voyez ici une carte du moulin familial, Marcel Gaudy, moulin de Chabroux, sur la commune de Riac-Rancon. Ce n'était pas pour le coup un moulin à kaolin ou pâte à porcelaine, c'était vraiment un moulin, vous le voyez, pour la préparation de grains, de son, de farine. Mais ce patrimoine familial ne l'a jamais quitté et il l'a, on peut dire, développé grandement. Et vous voyez une photo de famille ici en qualité approximative, mais Fernand Gaudy est le personnage au centre, jeune homme, au milieu de sa famille maternelle et paternelle, donc tous deux meuniers. Voilà comment se présentent les carnets de Fernand Gaudy à l'intérieur. Vous voyez donc tout un travail manuscrit, un travail de dessin également à chaque fois pour comprendre l'organisation des moulins sur les cours d'eau, s'il y a des îlots, s'il y a des écluses, etc. Donc quand l'équipe du Musée national Adrien Dubouchet m'a sollicité pour cet article, eh bien j'ai passé au peigne fin tous ces carnets pour sélectionner évidemment ceux qui m'intéressaient le plus, à savoir ceux qui à un moment donné ont broyé du kaolin, des pegmatites, du feldspath ou du quartz. Et on gagne du temps grâce à son travail, à Fernand Gaudy, parce que vous le voyez peut-être ici, mais dans la marge à gauche de la page de droite, c'est noté émail. Donc à chaque fois, si c'est pour les farines, si c'est pour de l'émail, si c'est pour du kaolin, il faut chercher les petits mots en rouge comme ça et ça fait gagner beaucoup de temps au travail de chercheur qui était nécessaire. Donc voilà en gros l'intérieur d'une double page de ces carnets pour comprendre un petit peu cette archive, ces archives présentes, et je vous y invite, si vous êtes curieux, à aller les parcourir en ligne sur le site des archives départementales de la Haute-Vienne. Voilà donc notre premier moulin, le plus haut en termes en tout cas de débit, qui est sur la commune d'Ambazac. Alors, Ambazac, tout le monde situe géographiquement, et nous sommes ici, pas encore sur la Vienne, nous sommes sur le Beuvray, proche de l'actuel rond-point de l'entrée de la commune d'Ambazac aujourd'hui, sur le moulin de Coquy. À l'origine, ce nom de Coquy vient de Cocu pour la simple et bonne raison que la montagne derrière s'appelait le mont Cocu, qui n'était même pas très agréable pour des Américains ou Anglo-Saxons à la maison, et voilà pourquoi Théodore Haviland va transformer le mont Cocu en mont Mary, le Mary étant beaucoup plus merveilleux que ce nom, disons, assez rustique de notre Limousin traditionnel. Mais en tout cas, l'origine est la même. Voici ici donc l'une des berges du Beuvray, avec au centre donc un bâtiment en forme de longère, qui était un moulin à kaolin dès le 19e siècle. C'est un moulin qui date du 16e siècle, qui a commencé comme beaucoup d'autres à broyer d'abord des farines et autres, et qui va être transformé par un porcelainier, Ruot. On le connaît pour plein de choses, pour plusieurs productions, des qualités de modelage et de sculpture assez exceptionnelles dans les années 1850-1870. Certaines archives le présentent comme étant le premier à avoir cuit à la houille, etc. C'est à la fois un ingénieur et un artiste comme plusieurs autres. C'est lui qui va véritablement transformer ce moulin traditionnel en moulin à kaolin. Les carrières d'Ambazac, c'est-à-dire les carrières de la Jonchère, les trois filons de kaolin sont à quelques kilomètres de là. Donc tout l'intérêt de récupérer ces kaolins. J'insiste sur la qualité de ces kaolins de la Jonchère, longtemps boudés par les porcelainiers. Évidemment, la qualité minéralogique ou géologique de ces filons de la Jonchère n'était pas aussi qualitatif que le filon de Marcognac ou Marsac. Mais petit à petit, les filons de Marcognac et Marsac s'estompant à la fin du 19e siècle, beaucoup, dont Ruot et d'autres, vont se fournir justement dans les carrières de la Jonchère. Donc tout l'intérêt d'avoir des moulins sur la route, entre guillemets, des carrières d'Ambazac, de la Jonchère jusqu'à Limoges. Donc voilà une première photo qui est probablement prise autour de 1900. Pourquoi on arrive à dater à peu près cette image? Parce que vous voyez qu'il n'y a que ce bâtiment en longère. Et à partir de 1916, ce moulin à kaolin devient également une manufacture de porcelaine. Ruot a revendu en pleine Première Guerre mondiale à une famille à Lombard qui débarque du bassin francilien pour produire des porcelaines techniques et notamment des bougies d'allumage. Et cette famille va transformer le moulin en manufacture. On voit ici sur cette carte photo
On reconnaît la longère, mais désormais nous apercevons des cheminées de four à porcelaine, juste derrière, vous les voyez au centre. Donc voilà l'émancipation, le développement d'un patrimoine en place qui petit à petit accompagne l'industrialisation de la porcelaine. Une autre image ici, vous voyez, là on refait un pas en arrière puisqu'on n'aperçoit pas les fours à porcelaine. Donc là, on est vraiment dans la première transformation du moulin traditionnel à farine vers un moulin à kaolin, et qui plus est avec les séchoirs que l'on aperçoit au centre de la photo. Vous voyez là sur 2 lignes avec ces installations de bois qui permettaient une soufflerie et donc un séchage des kaolins que l'on venait de traiter. Une photo ici inédite que je n'avais jamais utilisée encore, qui m'avait été donnée il y a des années par un monsieur à qui je rends hommage également, qui s'appelait Hervé Château, que j'ai connu tout petit, qui avait été directeur de production de cette manufacture, qui après l'Oléo s'est appelée UCDA pour Union Céramique d'Ambazac. On reconnaît ici, vous voyez les 2 séchoirs, vous voyez ? Donc désolé pour la qualité approximative, encore une fois, elle nous a été transmise comme ceci, mais vous voyez ici le, entre guillemets, petit personnel d'un moulin à kaolin. Les moulins à kaolin n'étaient pas des usines ou des manufactures qui pouvaient embaucher ou qui avaient besoin de centaines ou de milliers de mains de manutention. C'était des tâches assez rapides et manufacturées qui ne nécessitaient pas de grosses équipes. En tout cas, voilà un document intéressant. Et voilà un dernier document sur ce moulin de Coquille ou d'Ambazac, avec en arrière-plan les 2 cheminées de four à porcelaine et la vie, on peut dire, autour du moulin, avec cette scène, cette partie de pêche, voilà, qui a longtemps, je pense, accompagné les abords de ce patrimoine. Donc nous quittons Ambazac et nous descendons, cette fois le long de la Vienne, et j'insiste sur cet autre patrimoine, certes qui n'est pas directement concerné par les moulins, mais on ne peut pas l'omettre d'une certaine manière parce qu'il y avait beaucoup de transport, beaucoup de logistique. Imaginez avec les dizaines de milliers de tonnes de kaolin que faisaient plusieurs moulins dont on va parler après, la logistique de transport que cela représentait. Souvenez-vous peut-être de la présentation de Pascal Marouzeau lors du colloque sur la porcelaine de Limoges qui s'était tenu il y a quelques années au musée national Adrien Dubouchet, qui parlait des rouliers justement et toutes ces professions, ces hommes, ces tracteurs entre guillemets, qui traînaient des milliers et des milliers de tonnes à l'aide de leurs charrettes, de leurs bœufs ou leurs chevaux, des carrières jusqu'au moulin et ensuite des moulins jusqu'aux manufactures. Donc voilà 2 documents intéressants et vous l'apercevrez très souvent également durant cette conférence, comme dans toutes mes conférences. Ces documents sont issus de la photothèque Paul Colmar, que je remercie une nouvelle fois vivement. Je ne fais pas preuve de beaucoup d'innovation en remerciant Paul Colmar lors d'une conférence, mais cher Paul, je ne peux pas faire mes conférences sans ta photothèque, donc je t'en remercie. Ici, une photo beaucoup moins appréciable que les précédentes, parce que c'est la meilleure que j'ai trouvée. Voici le moulin de Juriol. Nous arrivons sur la commune du Palais-sur-Vienne et nous sommes le long du ruisseau du Palais, comme il a toujours été baptisé. C'est une propriété foncière qui a appartenu pendant des siècles à la famille Lamy de la Chapelle et qui a été transformée en moulin à kaolin à partir de la fin du 19e siècle. Là, vous avez un bâtiment qui ne ressemble pas vraiment au moulin traditionnel comme on l'a vu précédemment. Ça ressemble vraiment à une manufacture. Preuve en est, ça a été construit dès le début pour être un moulin à la fin du 19e siècle. C'est un site qui produit toujours sous la bannière Iméris, la suite de KPCL, dont je vous parlerai tout à l'heure, et c'est donc l'un des moulins les plus en amont de cette histoire porcelainière. Voilà sa situation géographique. Vous voyez ici, entre 2 ruisseaux, vous voyez les bâtiments du moulin au centre. Il y a toujours évidemment une structure, une disposition qui est pensée pour profiter du débit et installer des roues et tous les mécanismes qui sont à l'intérieur, nous le verrons tout à l'heure. Mais voilà en tout cas un plan qui correspond à ce que l'on a pu voir précédemment sur la cartographie de Fernand Gaudy ou Alain Baron. Voici un moulin qui me tient particulièrement à cœur. Cette photo a d'ailleurs été utilisée dans le catalogue des énergies de la Terre et j'en suis très heureux. Le moulin du Palais-sur-Vienne, l'un des moulins du Palais-sur-Vienne, parce que le Palais-sur-Vienne, c'est une commune qui aujourd'hui est oubliée du patrimoine porcelainier parce qu'il n'y a plus grand-chose. C'est une commune qui a été massacrée, il n'y a pas d'autre mot. Beaucoup de choses qui étaient très belles encore au XVIIIe et XIXe siècle n'ont pas résisté, même encore au XXe siècle. Voilà le moulin Garat, parce que la famille qui l'exploitait s'appelait la famille Garat. J'aime beaucoup les détails de cette photographie. Vous voyez ici tout simplement la disposition construite sur le passage des cours d'eau. Vous apercevez l'état de matières premières. Difficile de dire si c'est une kaolinite ou une pegmatite. En tout cas, ce sont des pâtes à porcelaine. Peu de mouvement de personnel, mais on aperçoit, vous voyez, au centre de la cour, dans l'angle droit en tout cas, un stock de meules ici. Outil incontournable évidemment dans le broyage.
Une autre vue de ce moulin, parce que ce moulin, si vous connaissez un petit peu le territoire, il est proche d'un axe de passage très fréquenté, la route entre le Palais-sur-Vienne et Saint-Priest-Taurion. Vous voyez la route enlacée avec, on le devine, un petit pont sur la droite. Et bien aujourd'hui, il y a un gymnase à la place de toute cette installation antérieure. Donc on ne reconnaît plus, mais c'était bien là où le ruisseau passe toujours. Voilà, on enlève des bâtiments, mais les ruisseaux demeurent. On peut peut-être se satisfaire de ça. Voilà une autre vue de ce moulin, ici un peu plus habité. Regardez au premier plan, un bateau à fond plat qui prend un petit peu l'eau, mais un bateau de flotteurs comme ceux qu'on retrouvait traditionnellement le long de la Vienne, au quartier des Cassots, au port du Navet, etc. Et voilà donc l'aspect général et très fréquent des moulins, c'est-à-dire des longères, des bâtiments en U. On aperçoit une cheminée de four justement pour les séchoirs ou autres cuissons nécessaires à des pâtes ou préparation de pâtes. On descend encore un petit peu, toujours sur la commune du Palais-sur-Vienne, le moulin du Puy-Moulinier. Alors là, c'est noté sur la carte photo usine du Puy-Moulinier. Certains d'entre vous ont peut-être connu le site Wattles. C'était exactement à l'origine du site Wattles, donc la compagnie industrielle qui était spécialisée notamment dans les matières caoutchouteuses et pneumatiques. À l'origine, c'est un moulin donc des XVIe siècle qui servait de moulin à papier, un peu à farine, et ce moulin a été transformé par trois associés qu'on retrouve très souvent dans des manufactures ou exploitations de carrières et de moulins, à savoir les consorts Ruot, Nenner et Latrille, la société des terres du Limousin. Ils vont exploiter l'abbaye de Solignac pour la convertir en manufacture, ils vont développer la carrière du Clos de Bar à Saint-Thierry, ils vont développer donc le moulin du Puy-Moulinier au Palais-sur-Vienne et plein d'autres ateliers sur la commune de Limoges. En tout cas, voilà ici l'existence d'un moulin qui va, en fonction des périodes, passer d'une activité à l'autre. On commence, il y a plusieurs siècles, avec des activités traditionnelles autour du broyage de grains, de farine. Ensuite, on passe au papier. Ensuite, on passe, évidemment, en pleine période porcelainière, à un commerce très lucratif, le broyage des kaolins, des quartz, des feldspaths. Et ce qu'on appelle émail, c'est très souvent une pegmatite, donc la roche qu'on utilise, qui est un silicate d'alumine comme le kaolin, mais plus siliceuse qu'alumineuse, contrairement au kaolin très souvent, et qu'on va utiliser donc pour l'émaillage des pâtes. Donc voilà cette histoire donc du Puy-Moulinier où il ne reste aujourd'hui aucune trace, et j'utilise dans l'article un terme que je trouvais approprié, c'est-à-dire une activité industrielle peu scrupuleuse dans les années 80 qui a laissé des années et des années de traitement de déchets très compliqués. Voilà, en tout cas, une fin qui n'est pas à la hauteur peut-être de ce que ce moulin a produit en termes de qualité de pâte pendant des décennies et des années. Mais encore une fois, sa position géographique correspondait à tous les kaolins qui descendaient de la Jonchère. C'est-à-dire que ces moulins en amont de Limoges, en Bazac, le Palais-sur-Vienne, étaient des moulins qui principalement préparaient les pâtes qui venaient donc d'Ambazac, la Jonchère. Un autre moulin sur lequel je ne m'attarderai pas, en tout cas un ancien moulin que vous connaissez tous probablement pour de l'événementiel ou des concerts, c'est-à-dire le Poudrier, commune du Palais-sur-Vienne. Comme son nom l'indique, il a servi de fourniture de poudre à canon, mais également donc une période pour du kaolin. Nous passons maintenant par les Cassots quand nous continuons cette balade. Là, je ne parle pas de moulin, mais j'avais envie de vous présenter cette photo que je n'ai jamais utilisée jusqu'à présent. C'est un ambrotype sur plaque de verre. On est ici probablement vers entre 1945 et 1950, je dirais. Vous voyez que l'usine des Cassots a encore ses 9 fours. On en voit un qui fume, justement. Et on aperçoit les prémices de ce qui deviendra le centre nautique, vous voyez sur la gauche, avec un plongeoir pour les écoles de natation ou les activités d'eau qui petit à petit se développaient au Cassots. Mais vous voyez qu'il n'y a pas encore de boulevard, il n'y a pas encore de résidence ou quoi que ce soit. Il y a encore tous les logements qui ont fait la vie et la fierté de ce quartier de Ponticot. On continue donc les Cassots et on arrive ici
au moulin Constantin. Je remercie Paul pour la photo de gauche et RVL, Renaissance du Vieux-Limoges, et le fond de Jean Levé pour la photo de droite très ancienne. La photo de gauche, ce moulin Constantin, pour vous permettre de mieux le localiser aujourd'hui, il était en lieu et place de ce qu'on surnomme l'île aux oiseaux, au pied de la rue de Babylone, là où il y a des murs d'escalade aujourd'hui, si vous êtes adepte des balades en bord de Vienne. La photo à gauche, elle est très intéressante parce qu'on s'imagine un petit peu le Limoges vers 1880-1890, on est nettement avant 1900 sur ces deux photos. Et sur la première photo, vous apercevez en haut ici une maison que beaucoup de gens curieux de patrimoine connaissent sous le nom de Joutan. Voilà. Donc c'est la maison de Joutan qu'on aperçoit tout en haut ici, et vous en avez de superbes photographies d'ailleurs dans le livre de Fabrice Verrieras et Philippe Grandcoin qui vient de sortir à la Geste. Donc voilà ici l'un des rares moulins qui se situait dans Limoges, c'est-à-dire entre le pont Saint-Étienne et le pont Saint-Martial. Ce moulin, voilà une autre vue ici des séchoirs en l'occurrence, a produit de nombreux produits, pas très élégants, mais a fourni de nombreuses formules et produits nécessaires à l'industrie céramique. On le voit notamment sur cette publicité, vous voyez ici, notamment du ciment de gazette, des gazettes broyées ou non broyées, c'est-à-dire qu'on récupérait un peu tout ce qui traînait en terre réfractaire. On y fabrique des creusets, des cornues à gaz, produits réfractaires divers, des coulis pour construction de réparation, fours et hauts fourneaux. Et j'aime beaucoup la polinite, cette matière première pour produits à polir. Alors la polinite, on en utilisait notamment sur les useurs de grains. Vous savez, ces machines qui servaient à user les grains, c'est-à-dire enlever les défauts de gazetterie qui tombaient et se collaient à l'émail. Souvent, ces petits disques qu'on mettait sur les useurs de grains, qui ressemblent à des meuleuses, étaient de cette polinite, justement. Voilà. Donc les moulins étaient équipementiers, d'une certaine manière, des manufactures de porcelaine en pâte, en produits réfractaires, donc ça va de la gazette, parfois même pour certains à de la briqueterie, et vous voyez d'autres matériaux pour machines dans le processus de production céramique. Ici, c'est une gravure que j'avais utilisée dans le livre Baignol et Fils en 2022. Il s'agit du moulin Baignol. Je n'ai pas retrouvé d'autres photos parce que ce moulin, il a fonctionné peu de temps. On a sa trace de fonctionnement, en tout cas au début du 19e siècle, quand Étienne Baignol transforme l'ancien couvent des Augustins, rue François-Chenu, en 1797 en manufacture, qu'il va conserver jusque dans les années 1820, avant que son fils François aille développer la fabrique de Saint-Brice-sur-Vienne. Et quand la fabrique sera liquidée, le moulin est vendu, et à la suite de cette vente, je n'ai pas de trace de poursuite de production dans ce moulin. Pour vous situer, ce moulin, il est presque en dessous de l'actuel pont de la Révolution, à Limoges, en rive droite. C'est-à-dire que là, le dessinateur, il est, on peut l'imaginer en tout cas, sur le pont Saint-Martial, et il regarde vers l'aval. Et encore aujourd'hui, là où la mairie de Limoges a installé récemment une aire de jeu pour enfants, vous avez encore trace de l'îlot et de l'écluse. Voilà où était le moulin, donc Baignol, vraiment très proche, en rive droite, sous l'actuel pont de la Révolution. Après ce moulin Baignol, l'un des moulins les plus importants dans l'histoire de la porcelaine, à savoir le moulin de la Garde, commune de Condat. Alors ici, c'est baptisé la montagne des pins, c'est le nom que l'on donnait à cette petite, pas montagne, mais monticule, derrière le moulin, entre donc Limoges et Condat-sur-Vienne. Ce moulin, il est évidemment indispensable dans le processus de fabrication que fonde la famille Alliot au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. La famille Alliot a une vision verticale nécessaire dans la fabrication de la porcelaine. Il faut posséder les carrières, une usine, un site de production digne de ce nom en tout cas. Voilà pourquoi dès 1816 la première véritable usine est construite au Cassau pour les raisons stratégiques de la proximité de la Vienne, l'approvisionnement en bois, mais également d'un patrimoine proche pour préparer les pâtes à porcelaine. Le moulin de la Garde va devenir le moulin à kaolin de tout un territoire et bien au-delà de Limoges, parce que dès le début, c'est un autre sujet qui nous renvoie vers l'un des premiers articles du catalogue que François-Xavier
Châtenay a écrit sur le kaolin, et je vous invite vivement à le parcourir, c'est passionnant. Alliot fournit énormément de pâte à porcelaine dans toute la France et au-delà. Et ces préparations passaient par le moulin de la Garde, même avant d'aller à Sèvres. Ce moulin, au tout début du 19e siècle, produit, on va dire, entre 4000 et 6000 tonnes de kaolin. 60 ans après, on va dire seconde moitié ou trois quarts du 19e siècle, on est proche des 20 000 tonnes. C'est vraiment énorme pour l'époque. Mais ça correspond à l'extraction de la carrière de Marcognac qui appartient à la famille Alliot. Et voilà l'outil, en tout cas le lieu de transformation pour toutes ces pâtes avant d'arriver à l'usine des Cassots et avant d'aller bien au-delà. Voilà une autre vue à gauche du moulin de la Garde, dont le patrimoine bâti demeure encore aujourd'hui. On arrive facilement à retrouver la présence des roues, des séchoirs. Vous voyez les bâtiments sur la droite. Ça, c'est depuis la route de Condat en bord de Vienne, où on voit justement ces bardages en claire-voie. Les étages des moulins servaient toujours au séchage des pâtes. Donc, on a justement ces installations qui étaient propices à laisser ventiler et circuler donc les courants d'air pour faciliter toutes ces préparations. Et ce moulin va continuer longtemps sa production, puisque, je vous le disais, au tournant des 18e et 19e siècles, il est transformé par la famille Alliot. En 1906, la descendance Alliot, la famille Vandermark, fonde la société KPCL pour kaolin et pâtes céramiques du Limousin, qui sera donc intégrée au groupe Imerys à la fin du XXe siècle. Et un personnage également qu'on ne cite pas assez dans ce moulin de la Garde, c'était Jean Nadeau. Nadeau, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez certainement sa maison, le fameux chalet Nadeau qui est au square des Émailleurs. On l'appelait souvent la maison Pénicaud, avec tout le respect que j'ai pour la maison Pénicaud, mais le fondateur de cette maison, c'était Nadeau. Et Nadeau, qui c'était? C'était un marchand de kaolin, qui au début travaillait pour Alliot, qui va racheter le moulin de la Garde à un moment donné, et qui va devenir l'un des grands marchand de kaolin. Le kaolin était une aventure très lucrative, encore une fois, tournant des 18e et 19e siècles, le quintal de kaolin coûte plus cher que le quintal de plomb, rendez-vous compte. Donc ce moulin de la Garde va continuer sa production jusque dans les années 1980. Quand vraiment les carrières vont s'arrêter, eh bien les moulins vont également s'arrêter. Une photo inédite, et encore une fois je remercie Paul Colmar. Quand je vois Paul débarquer au Four des Cassots sans rendez-vous, à quelques jours d'intervalle d'une dernière édition des Puces de la Cité, je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Et très souvent, Paul me sort des pépites, et ça c'est clairement une pépite. Voilà ici une photo, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de recherche à faire, usine de la Garde. Voilà une photo du personnel de l'usine de la Garde, c'est-à-dire du moulin de la Garde. On ne voit pas une équipe avec des dizaines et des dizaines de personnes, mais cohérentes en fonction de l'outil en place, avec des femmes en blouse blanche, évidemment. Plus on manipule du plâtre et du kaolin, plus on est habillé en blanc. Les décalqueuses avaient souvent des habits noirs, et là, celles qui manipulaient les kaolins ou les plâtres ensuite dans les manufactures étaient en blanc. Donc voilà ici une très belle photographie que l'on retrouve également dans le catalogue des énergies de la Terre. Nous continuons cette balade un peu plus en aval. Nous passons ici par le moulin du bas de l'avenue Baudin. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu comme un établissement de nuit pour y danser, comme un fabricant de matériel de pêche également. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui s'y passe aujourd'hui, mais une partie est encore bâtie. En tout cas, pas la partie sur l'îlot qui sert aujourd'hui de jardin, mais plusieurs éléments sur la droite. On aperçoit le mur de fondation de l'axe de chemin de fer juste derrière, mais vous voyez qu'en quelques centaines de mètres, quasiment en face du moulin de la Garde, un autre moulin, tant les besoins en matières premières et de préparation en matières premières étaient grands. Un rappel de l'intérieur des carnets de Fernand Gaudy. Nous sommes désormais sur la commune d'Ille, le moulin de Parpaya, en face du Gondot. Le Gondot, autre lieu célèbre pour le patrimoine porcelainier. Ile a connu beaucoup de moulins. Je rends également hommage au moulin de l'Hôpital. J'ai aperçu tout à l'heure monsieur et madame Cubert-Affon, et je les salue et les remercie pour le don qu'ils ont fait de l'histoire de ce moulin familial avec des meules de broyage, de pegmatite et de quartz dans les collections du Four des Cassots. Donc Ile avait un réel patrimoine porcelainier également, du fait d'avoir les pieds dans l'eau, si je puis dire, autour des moulins présents sur la commune. Un moulin très important, évidemment, sur la commune d'Ille, qui est le moulin de Villebois. Villebois, ça vient de Villeboz. On a trace de ce moulin depuis le
XIIIe, XIVe siècle, c'est-à-dire il y a longtemps. Un moulin qui, à l'origine, servait à la préparation de farine, etc. Et c'est un porcelainier, évidemment, qui va le transformer. C'est William Guérin, à partir de 1878, qui le rachète. William Guérin, il a fait ses armes dans un atelier de décoration à Faubourg-Montjoly. Il va racheter une usine rue du Petit Tour et cette usine va devenir la deuxième plus grande manufacture de porcelaine de Limoges dans les années 1890-1900, derrière Aviland et compagnie. J'avais eu le plaisir de vous présenter l'histoire de la manufacture William Guérin il y a quelques temps maintenant. J'avais donné une conférence ici pour l'AMNAD sur Guérin. J'avais rapidement parlé de l'histoire de ce moulin. Pourquoi il est important ce moulin? Parce que, en plus de fournir la deuxième plus grande usine de la ville en Kaolin, en 1889, grande année, exposition universelle, Tour Eiffel, médaille d'or pour la manufacture Guérin, pour ses traitements de couleur de grand feu, dont on connaît les plaques qui ornent les halles centrales aujourd'hui de Limoges, les panneaux de l'hôtel de la Fontaine, de l'hôtel de ville en 1893, un peu plus tard. Mais ce moulin a été électrifié en 1889, c'est-à-dire que William Guérin et compagnie a fait tirer 4 km de câbles depuis la rue du Petit Tour jusqu'ici à Villebois pour alimenter une turbine qui correspondait à peu près à 180 000 watts et qui fournissait en courant continu 1200 volts, ce qui permettait de faire tourner des turbines et des machines dans la manufacture Guérin. Une prouesse technique exceptionnelle pour l'époque, pour Limoges, pour le territoire, et évidemment un fait à remarquer dans une thématique comme les énergies de la Terre. Donc voilà un moulin très important qui cessera son activité quand la manufacture Guérin va elle-même cesser son activité entre deux guerres. Voici encore une fois un clin d'œil aux recherches de Fernand Gaudy qui a étudié ce moulin de Villebois avec le plan à côté pour comprendre sa position et plus en détail sur ce qui s'y passait pour la famille Villeboz. Vous voyez peut-être même sur la page de gauche une date en 1513 où on voit du coup un acte notarié avec la famille Villeboz. Voilà ici un petit moulin que je n'ai pas réussi à localiser, mais j'ai quand même laissé la photo pour vous montrer l'éclectisme de ce patrimoine. On a des grandes usines et on a des tout petits bâtiments qui est arrivé quand même avec une petite production de cailloux à porcelaine à faire vivre la famille par exemple. On est ici proche d'Aix-sur-Vienne parce qu'une fois qu'on quitte Limoges et qu'on continue vers Laval, c'est là que le débit s'intensifie, que la Vienne s'élargit et qu'on va retrouver beaucoup plus de moulins et de forces hydrauliques. Donc nous arrivons vers Bosmie-l'Aiguille, Aix-sur-Vienne, et nous arrivons véritablement à Aix-sur-Vienne avec cette photographie. Là, tout le monde reconnaît probablement Aix-sur-Vienne avec le pont, et sur la gauche du pont, en rive gauche en tout cas, l'ancien moulin du pont, dit également moulin du château, qui est aujourd'hui le siège des traitements pour les pâtes Iméris dont on parlait précédemment. Voilà le deuxième moulin à Lio, à l'origine, qui devient, comme le moulin de la Garde, un moulin KPCL, sauf que c'est sur ce site que l'activité KPCL et Iméris va demeurer. On aperçoit sur la gauche, vous voyez un bâtiment surélevé, d'où sort une fumée. C'est le bâtiment notamment aujourd'hui qui abrite l'atomiseur pour préparer au mieux des pâtes de pressage. La grande majorité des assiettes aujourd'hui sont faites par pressage isostatique dans des machines, des presses avec des moules en polyuréthane qui vont avoir des productivités d'assiettes en facilité et en rapidité évidemment incomparables, quitte à faire bondir parfois certains artisans, des puristes vraiment de la technique de coulage sur l'assiette pour éviter certains pinots ou autres, mais ces pressages ont vraiment emporté l'industrie dans les années 80 et les Allemands comme Dorst, Netsch, etc. sont les leaders de ces marchés-là. Mais vous voyez ici la base historique du moulin qui est proche du pont, avec les roues qui étaient présentes dessous, les extensions en claire-voie à l'étage pour les séchages, et tout le développement de l'industrie dans la fourniture qui a nécessité des constructions de bâtiments annexes au XXe siècle. Voilà une autre vue ici pour se rendre compte vraiment de l'importance de ce patrimoine par rapport aux petits moulins non localisés que je vous présentais avant. Voici ici la grosse usine de préparation de pâte à porcelaine.
Une photo non localisée, probablement un personnel de moulin à pâte, quand on voit évidemment les attributs, l'environnement, les habits, etc., la provenance également de cette photo. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir l'ambiance, en tout cas, de cette manutention qui régnait au sein de ces établissements. Ici, nous arrivons dans les environs d'Aix, comme le dit la légende. La photo, je crois que vous avez utilisée pour communiquer autour de cette conférence ce soir, qui est difficilement localisable, mais nous sommes, vous le voyez, sur un petit établissement. On aperçoit quand même les tas de kaolins qui sont à la sortie du bâtiment, le séchoir à gauche, la famille qui occupe ce bâtiment et ses fonctions. Mais je pense que cette photo est la même localité que celle-ci, voilà, l'usine Barlet, le moulin Barlet, parce qu'il appartenait à la famille Barlet. Alors là, il y a une erreur, ce moulin, il n'est pas sur la commune de Verneuil-sur-Vienne. Le photographe, lui, y était. Parce que le photographe, il est en rive droite. Et quand vous êtes en rive droite, vous êtes sur la commune de Verneuil-sur-Vienne. Mais en face, par contre, là où il y a cette usine Barlet, vous êtes sur la commune de Saint-Thierry-sous-Aix. Voilà. Petit à petit, donc, nous nous rapprochons de l'un des éléments incontournables dans l'histoire des préparations de pâtes, à la même échelle que le moulin de la Garde et le moulin du Pont d'Aix-sur-Vienne, le moulin du Domail. Le moulin du Domail, donc, c'est une histoire rocambolesque de plusieurs siècles. C'est un moulin qui, historiquement, donc, appartenait à la famille de Loum. Et cette famille de Loum a une partie de la famille en descendance qui devient la famille Tarot. Je le précise, ça n'a aucun lien de parenté avec Camille Tarot ou même Pierre Tarot, contemporain d'Alliot. C'est deux porcelainiers dans l'histoire de Limoges. Là, c'est un autre Tarot. C'est une installation assez monumentale. C'est presque un village autour du broyage des pâtes. Ce moulin du Domail, vous le voyez sur la gauche avec des bâtiments, donc les pieds dans l'eau. Vous apercevez même des rails pour les chariots à kaolin sur le bâtiment de gauche et des vestiges de meules donc sur la droite le long de la berge. Voilà sa position. C'est pas forcément très clair ici, mais vous avez donc en rive gauche l'usine de Loum, c'est-à-dire l'origine du moulin qui appartient à la famille de Loum. Et sur l'îlot, l'usine de l'autre partie de la famille, Tarot. Et pendant plus de 2 siècles, ces deux familles, enfin cette même famille, mais ces deux branches d'une même famille, vont se mener une guerre sans répit. Alors, pour, comment dirais-je, sourcer cette histoire, la bibliographie n'utiliserait pas des ouvrages sur la céramique ou la technique de la porcelaine, mais on serait plus dans une comédie humaine de Balzac, tant c'est rocambolesque. Les deux familles vont s'affronter par courrier d'avocats, vont se battre les pieds dans l'eau, etc. Là, je vous renvoie vraiment vers le fond de Fernand Gaudy, qui est passionnant là-dessus. Et également, si vous avez l'occasion, lors des Journées du patrimoine, Monsieur White, qui est propriétaire du Moulin du Domail, l'ouvre occasionnellement aux visites. C'est un patrimoine exceptionnel dont je vais vous montrer quelques photos. Mais vous comprenez bien que une partie de la famille qui possède le bâtiment sur la rive et l'autre partie de la famille qui possède le patrimoine sur l'île, c'est difficile de s'entendre quand il faut passer par l'un pour arriver à l'autre. Et surtout quand la roue est entre les deux, qui tourne. Vous voyez ici, de façon hachurée, couleur rouge, un projet d'extension de l'usine Tarot. Évidemment, vous devinez des fournisseurs qui arrivent avec du bois, avec des pierres pour agrandir. Bien l'usine de Loum à côté qui ne veut pas que son concurrent, même familial en face, ne s'agrandisse, souvent faisait tout ce qu'il pouvait pour que ces chantiers n'aboutissent pas. Voilà un autre plan plus éloigné pour comprendre le positionnement stratégique de ce moulin. Vous voyez donc la Vienne au centre avec tout un tas d'îlots. On est proche du pont de la Gabie. Donc vous voyez à quel point ça peut être rocailleux. La Vienne est large à cet endroit avec beaucoup de débit. Donc vous voyez les moulins de Loum et Tarot en bas. Et de l'autre côté de la rive, eh bien quelqu'un qui a dû être spectateur assez amusé très souvent de ce spectacle, le moulin du Ver, voilà, sur la commune de Verneuil. Et regardez 2 barrages, d'un côté le barrage du Ver qui arrive sur un îlot et en triangle, l'autre côté le barrage de Loum qui arrive côté de l'usine Tarot.
Fernand Gaudy, comme je vous le disais, a retranscrit de nombreux actes notariés, courriers, etc., qui viennent compléter toute cette histoire. Mais je veux surtout vous montrer le patrimoine qui subsiste au sein de ce moulin. Voilà l'entrée du hameau du Domail. Donc on comprend qu'on est vraiment dans un petit village. Pourtant, tout cela, c'est vraiment à l'origine une seule et même famille de fournisseurs de l'industrie céramique. Vous avez derrière la maison de Loum, et devant la maison Tarot. Et à gauche, on aperçoit l'usine Tarot qui est sur l'îlot. Et voilà une vue de l'arrière, donc on distingue bien ici le bâtiment Tarot qui est sur l'île et les maisons qui sont sur la droite et le reste. Donc il y avait différentes grandes roues qui fonctionnaient évidemment entre la berge et l'îlot. Voilà l'entrée de l'usine Tarot, vous voyez tout le caractère évidemment bucolique et l'architecture limousine des 17e, 18e dans de telles constructions. Voilà un vestige de roue sur la gauche, une roue subsistant sur la droite. Et maintenant, puisque jusqu'à présent je vous ai baladé, on pourrait presque dire en barque sur la Vienne où on voit l'extérieur des moulins, désormais à travers ce moulin et le suivant, nous allons pénétrer à l'intérieur pour comprendre un petit peu mieux, un petit peu plus l'installation nécessaire au broyage des pâtes. En tout cas, voilà les vestiges de grandes roues qui entraînaient à l'intérieur tout un tas de machinerie. Il y avait donc des broyeurs, des concasseurs, ce qu'on appelait des tines, avec tout un tas de mécanismes très ingénieux de broyage cylindrique, etc. Il fallait en gros produire rapidement en grande quantité. Donc de nombreuses installations mécaniques avec beaucoup de fonte, de fer, de courroies et tout ce qu'on peut imaginer dans un mécanisme de broyage à l'époque. À gauche, ici, une machine très intéressante, je n'en connais pas d'autres exemplaires aujourd'hui. Il s'agit d'un concasseur et délayeur à la fois. Vous voyez des bouchons en bois, toute cette machine est en bois. Ça ressemble presque à un filtre presse, mais en gros, les kaolins arrivés dans le bac que vous avez à l'étage étaient cassés à l'aide d'outils qui arrivaient au-dessus. Et petit à petit, une fois qu'on avait assez de finesse sur la poudre de kaolin qui allait au fond des bacs, on ouvrait les bouchons et on remplissait les sacs en dessous de cette manière-là. À droite, des vestiges de roues à l'intérieur qui entraînaient tout un tas de mécanismes. Voilà d'autres vestiges que je me plais à trouver à chaque fois dans la visite de ces sites. Regardez la qualité du quartz que vous avez à gauche, clairement un quartz de Saint-Paul-la-Roche. Entre les Hésies et Saint-Paul-la-Roche, l'un des meilleurs quartz qu'on utilisait à l'époque. Très intéressant de retrouver des gazettes dans le sol des moulins. Évidemment, on ne produisait pas de porcelaine, mais encore une fois, représentez-vous la logistique nécessaire dans ce patrimoine. Les charrettes partaient avec les pâtes à porcelaine en direction des usines. Et pour éviter de rentrer à vide, eh bien, ces charrettes prenaient des tessons de gazette dans les usines. Les usines ne savaient pas quoi en faire tellement il y en avait pour les ramener dans les moulins et paver les moulins. Donc il n'est pas surprenant voilà, de trouver par retour de production des gazettes dans les moulins. Et à droite, vous avez donc des vestiges de roues en feldspath parce qu'on les changeait fréquemment, en tout cas en termes d'usure qu'elles pouvaient avoir au fur et à mesure du temps. On parlait du moulin du Ver en face du moulin du Domail. Voici une photo du moulin du Ver qui a une production, on va dire, concomitante à la production du Domail. Simplement, en guise de conclusion sur le Domail, j'aimerais vous préciser, parce que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui l'entreprise Serradel, fournisseur équipementier céramique. Eh bien, Serradel, l'histoire de cette entreprise, elle est née au Domail. Parce que quand je vous dis qu'il y a sur une partie de l'usine du Domail qui appartient à la famille de Loum, eh bien Serradel, ça vient de céramique de Loum. Parce que cette famille de Loum produisait des pâtes à porcelaine, mais beaucoup de couleurs, d'émaux, etc. Et donc cette histoire de l'entreprise Serradel, avant qu'elle n'arrive rue Pierre et Marie Curie à Limoges, s'est formée au moulin du Domail. Donc vraiment un haut lieu de notre histoire porcelainière. Donc le moulin du Ver qui innovait également, voilà une planche de mécanisme avec l'innovation d'une roue. Vous voyez une roue avec comme des petits boîtiers qui permettaient de conserver de l'eau, en vider un petit peu, et cela accélérait la cadence de ces roues. Et donc si on accentue la cadence de la roue, on accentue évidemment la cadence du broyage, des courroies à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y avait quand même pas mal d'innovations également à l'intérieur des moulins. Ici une planche qui est issue donc des irrigations et de l'agriculture de la Haute-Vienne de Barral.
Nous quittons maintenant la Vienne pour rentrer un petit peu dans les terres. Nous passons par Coussac-Bonneval, un moulin qui a, dès le départ, été exploité évidemment par Hippolyte de Bonneval lors de sa production porcelainière dans les années 1830 à 1850, qui sera ensuite racheté par les 3 célèbres consorts Ruault, Nénère, Latry, avant d'être vendu à un monsieur Marquet dans les années 1900, qui va donc exploiter ce moulin à l'entrée de Coussac, vous voyez, puisque à Coussac, il y avait les célèbres et grandes carrières de Marsac qui nécessitaient des points de préparation et de traitement à proximité. Donc voilà ici un moulin en dehors des cours d'eau que je vous ai présentés, mais incontournable dans la présentation en tout cas de cet outil. Et voici le dernier moulin que je vais vous présenter, qui est pour moi un moulin particulier. Parce que si je devais résumer les choses de la manière suivante, en plus du four des Casseaux, où il y a un patrimoine restant assez exceptionnel, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, pour moi, l'autre haut lieu du patrimoine industriel restant, in situ, c'est ce moulin. Il s'agit du moulin de Richebourg. On est sur la commune de Saint-Jean-Ligour, on est presque plus proche de Pierre-Buffière, en tout cas on est sur la Ligour, donc dans la cuvette basse de Pierre-Buffière. On aperçoit ici un petit bâtiment, les pieds dans l'eau, mais on ne soupçonne pas, quand on y arrive pour la première fois, la richesse de ce patrimoine. Peut-être que plusieurs d'entre vous l'ont visité lors de Journée du patrimoine. Pardon ? Ah, c'est la Briance, pardon. Donc peut-être que plusieurs d'entre vous l'ont visité lors de précédentes journées du patrimoine. En tout cas, je rends hommage à son ancien propriétaire qui est malheureusement décédé cette année, qui était un ami qui s'appelait Rémi Sénamo. Et ce moulin avait été racheté par un passionné qui a tout fait pour le conserver. Ce moulin, il avait été endormi d'une certaine manière. Un tour de clé avait été mis dans la porte quand la production a cessé. Quand, je vous en parlais après, il a été racheté, puis racheté. Beaucoup de choses auraient pu disparaître et c'est vraiment un patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Voilà en tout cas l'aspect quand on y arrive. Voilà quand on s'approche. On voit un bâtiment assez traditionnel, mais on aperçoit donc une extension en claire-voie. Et on ne soupçonne pas la longueur. Vous voyez ici, on laisse sur la droite le premier bâtiment et on aperçoit donc une longère avec l'étage nécessaire au séchage. Et à l'intérieur du moulin, une fois qu'on a passé donc l'extérieur, vous voyez des vestiges de meules ici, une photo qui a également été utilisée dans le catalogue des énergies de la Terre. Vous voyez ici la balance à cailloux qui était à l'entrée, également à la sortie, pour ensuite peser probablement les sacs qui partaient en direction des manufactures. Ici, les anciennes places de roues qui ont été remplacées par des turbines par l'ancien propriétaire qu'il avait initialement racheté pour produire son électricité. Et heureusement, ce propriétaire fan de moulins et de production d'électricité était également un grand passionné de patrimoine qui a fait en sorte de tout conserver dignement le patrimoine à l'intérieur. Et là, nous rentrons à l'intérieur. Voilà le rez-de-chaussée, en partie. Vous avez ici différents mécanismes de broyage. Vous avez également le chien sur la gauche du propriétaire qui était l'un des gardiens très aimables de ce patrimoine. Vous avez une cacophonie au sol de pierres de granit, de gazette, tout ce qui ressemblait à du rebut d'usine et qui est arrivé petit à petit dans ces moulins. Regardez la construction. Regardez vraiment le mélange de poutres, de fer, de bois. Regardez les machines, regardez les évacuations d'eau. C'est vraiment une cacophonie, mais fonctionnelle. D'autres vestiges à certains endroits, voilà, pour l'alimentation en poulie. Ici, vous avez des vestiges de cuves. On est en rez-de-chaussée, au-dessus des anciennes roues. Regardez ici des dessins issus de la vie limousine de l'entre-deux-guerres qui ont probablement été dessinés à l'intérieur du moulin de Richebourg. On verra d'autres endroits. Voilà encore une fois les rez-de-chaussée. Regardez toute l'installation qui y est encore. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ce moulin s'est arrêté hier, véritablement. Voilà d'autres installations ici, probablement les plus conséquentes. On aperçoit sur la droite les deux grands broyeurs. Vous voyez ici, avec cette encoche
où l'on aperçoit sur cette photographie les galets à l'intérieur qui permettaient de broyer les kaolins. Le kaolin est beaucoup plus friable que ces galets de granit. Et donc, imaginez ces énormes broyeurs entraînés par la force hydraulique et ces kaolins à l'intérieur de ces galets qui petit à petit s'écrasaient et devenaient de la poudre qui petit à petit allait sortir. Imaginez le bruit que ça pouvait représenter également pour ceux qui travaillaient là-dedans. Mais voilà les mécanismes presque ordinaire, mais là c'est vraiment la présence et les volumes qui sont extraordinaires, mais en tout cas dans la conception du broyage, voilà tout ce qui était communément utilisé pour préparer ces pâtes à porcelaine, les fameux galets dont je vous parlais. Et donc ce moulin de Richebourg, eh bien, il a longtemps fonctionné pour différentes productions. Il prend racine déjà dès le XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a 2 roues pour des productions de farine et il va être racheté à partir de 1870 par Léon Sazera. Léon Sazera, j'aurai probablement le plaisir de vous en parler l'année prochaine parce que nous préparons une exposition et un livre sur cet oublié de la céramique d'une certaine manière, mais de grand talent. Et Léon Sazera a racheté ce moulin de Richebourg pour alimenter son atelier de porcelaine et de faïence, Faubourg Montjoly, etc. Et à partir de 1914, c'est René Frugier, connu pour sa célèbre aluminite, qui va racheter le moulin de Richebourg. Vous le voyez ici sur la gauche, donc Rémy Sénamo, l'ancien propriétaire, avait fièrement conservé plusieurs archives de la présence de la famille Frugier, des sacs de préparation de l'aluminite, ce fameux nom qui correspond à une charge supérieure en alumine, c'est-à-dire plus de kaolin, on dit souvent 65%, au lieu des 50% pour avoir une résistance de ces porcelaines à feu sur les nouveaux modèles de batteries de cuisine, etc. Au XXe siècle. Vous voyez un portrait de René Frugier également posé entre ces 2 sacs et différents modèles. À droite, des photos également de la famille Frugier et d'un ancien directeur du moulin de Richebourg. Et nous avons fait un rapide tour du rez-de-chaussée du moulin. Nous montons à l'étage parce que vous avez vu de nombreux mécanismes, un volume de matériaux très important en rez-de-chaussée. Mais l'étage n'est pas en reste pour tout ce qui était nécessaire à traiter dans les étages des moulins à kaolin, à savoir l'or blanc. Voilà l'étage avec différents compartiments en fonction des matières premières traitées, de leur origine, de leur qualité. Est-ce que ce compartiment est pour le kaolin, l'autre pour le fespat, l'autre pour une pegmatite? Est-ce que là c'est un kaolin de Marsac à ne pas mélanger avec un kaolin de Marcognac, etc., etc. Donc voilà ce qu'on appelle ici les bacs ou compartiments. Voilà une autre partie de ces bacs et compartiments. Regardez cette architecture approximative mais solide et fonctionnelle. Vous voyez la charpente régulière, mais vous voyez ensuite les différents bacs organisés de façon très simple. Voilà une autre illustration de la ville limousine. Vous voyez, j'attire votre attention sur la proximité avec l'étage de ce moulin. Donc, il y a de fortes chances que le dessinateur était au moulin de Richebourg pour justement tirer ces esquisses. Il reste des chariots également. Vous voyez la richesse du patrimoine qui est présent dans le moulin. Encore une vue des bacs, mais selon une autre perspective, vous voyez la brouette, vous voyez encore des sacs de kaolin prêts à l'emploi. Et on aperçoit dans le fond de cette perspective une petite fenêtre avec une porte sur la droite qui est le bureau du contremaître, où là rien n'a changé également. Regardez ici donc le chariot, le bureau avec un creuset, différents éléments chimiques, de manipulation de matériaux nécessaires à la préparation des pâtes, le papier peint également qui est d'époque, tout y est. On aperçoit le début d'une balance romaine sur la droite. C'est exceptionnel d'avoir que ce patrimoine ait été conservé de cette manière-là. Il existe à l'étage également des filtres-presse, cette fameuse machine que vous apercevez à gauche, peinte de façon orange, inventée par les Anglais, Ninman et Kite, en 1865, pour désaérer les pâtes, éviter ces fameuses bulles d'air qui créaient beaucoup de rebut durant les cuissons, les pâtes qui éclataient, fissuraient, etc. Et une photographie à droite qui a été prise par Paul, si je ne dis pas de bêtises, dans les années, fin des années 70, début 80, au moulin de Richebourg, où vous voyez ces filtres presse en train de fonctionner.
L'étage, une fois qu'on laisse d'un côté ces bacs, ces préparations et lieux de stockage, nous rentrons dans le séchoir. Regardez la longueur du séchoir. Cela fait plus de 50 mètres de long. Donc, c'est dire la quantité de kaolin en préparation, en séchage qui existait ou subsistait dans ce moulin à l'époque. Et une fois qu'on arrive au bout, on arrive dans un autre bâtiment qui servait d'entrepôt pour des cuves et ensuite, vous voyez, différentes marches à pâtes. La fameuse marche à pâtes de préparation de pâtes, c'est parce qu'au départ, les pâtes étaient foulées au pied avant justement d'utiliser des délayeurs ou d'autres machines. Sur la droite, c'est une photo qui est issue du tournage du film Le Pain Noir de Serge Moati. Je ne me souviens plus de l'année exacte du tournage, mais en tout cas, vous voyez que ça avait été tourné donc au moulin de Richebourg. Un dernier bac, vous voyez, avec une quantité de kaolin, une pureté, même à l'œil, qui est assez exceptionnelle, qui demeure donc à l'étage du moulin de Richebourg. Sachez, et retenez en tout cas, que dans les années 1820-1830, il y avait une vingtaine de moulins de pâte à porcelaine, donc kaolin, pegmatite, etc., qui étaient en fonctionnement. Dans les années 1860-1870, ils ont doublé. On a 40 moulins de pâte à porcelaine qui sont présents et qui tournent à plein régime sur notre territoire. Donc c'est vraiment un patrimoine incontournable, indispensable, et qui a vraiment accompagné tout ce processus. Mais, quelque part encore aujourd'hui, dans l'ombre des manufactures et des usines, des carrières dont on parle souvent, et que j'espère avoir remis un petit peu au goût du jour ce soir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.